Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, je suis très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Eurojour, pour ce dernier épisode d'Eurojour aussi. Évidemment, on touche à la fin d'une belle aventure, 23 vidéos consacrées de manière quasi quotidienne du coup à la couverture de 7 euros, les 24 épisodes d'Eurotour pendant un an et demi, ça avait commencé en mars 2020 déjà, février 2020, avec l'Italie, c'était notre premier épisode. La boucle est bouclée, et 50 vidéos plus tard à peu près, j'étais ravi de vivre tout ça avec vous. Aujourd'hui, on va revenir sur la finale, mon analyse de la finale, en quelques mots, assez rapidement, parce qu'au-delà de cette rencontre particulière, au-delà du triomphe de l'Italie, j'ai appelé cette vidéo le succès du jeu, le triomphe du jeu, la victoire du jeu, parce que c'est bien le jeu qui sort vainqueur d'un euro qui nous a proposé de très belles choses au cœur du rectangle vert. Donc on va faire un petit récap de tout ça, la première partie dédiée à l'analyse de la finale, mais ensuite on reviendra sur mes pronos d'avant-tournoi, la vidéo que j'avais préparée pour vous donner mon équipe surprise, ma potentielle déception, l'outsider et le futur vainqueur. On verra comment on s'en est sorti et qu'est-ce que je ferais si je pouvais changer aujourd'hui les choses. Troisième partie, ce sera ma liste des 26. J'ai réfléchi à la possibilité de constituer un 11 du tournoi, mais je trouvais que c'était pas assez. Il y avait tellement de joueurs qui manquaient à l'appel. Il y aura tout de même ce 11, mais il y aura une grande liste de remplaçants, un petit peu comme ce qu'on avait fait pour les épisodes de retour justement. Donc ma liste des 26 du tournoi, si on devait faire une sélection pan-européenne, si on devait se présenter à la Coupe des Confédérations avec les meilleurs joueurs issus de l'Euro. Ça, ce sera ma liste des 26. Et enfin, on bouclera avec mes matchs préférés. Comme vous le savez, au fur et à mesure de 7 euros, on a donné des notes sur 20 à chacune des rencontres, ou presque, de 7 euros. Alors, je ne vais pas ressortir ces notes en particulier, mais plutôt essayer de faire une hiérarchie, les meilleures rencontres, celles qui vont rester plus ou moins dans l'histoire. J'en ai sélectionné une quinzaine à peu près, et on fera peut-être un petit top 5. Voilà, c'est le programme d'aujourd'hui, assez riche et varié. Donc installez-vous bien, et on est parti sur l'analyse de la finale. Déjà, une finale qui avait très bien démarré pour les Anglais, un super premier quart d'heure, et même un petit peu plus pour l'Angleterre, où en plus d'un but au bout de 2 minutes à peine, 120 secondes à peine, sur un ballon très emblématique de 7 euros, on va dire, un centre de piston à piston qu'on a beaucoup vu. Là, c'est Trippier pour Shaw, où Kane aussi avait fait un super boulot à la construction. Bref, en plus de ce but, l'Angleterre a tout fait très bien, beaucoup de qualité technique dans à peu près toutes les zones, de la pression vraiment pendant ces 15-20 premières minutes, une seule équipe sur le terrain. Et c'est ça qui souligne aussi de mon point de vue la force collective italienne et le travail phénoménal de Roberto Mancini, c'est que même avec ce début de match, même avec la furie de Wembley liée à cette entame, même sous la pluie, tous les éléments extérieurs qui étaient contre l'Italie, et pas mal d'équipes auraient sans doute plié sous le choc de cette pression initiale. Mais petit à petit, séquence par séquence, grâce à leur pure qualité technique collective, à la finesse de cet entrejeu qu'on connaissait bien, ils se sont hissés à la hauteur de la finale, et ils se sont hissés bien plus haut que l'Angleterre. Ils finissent des 25 premières minutes où ils ont 52% du ballon, ils finissent le match avec plus de 65, 19 tirs à 6 sur l'ensemble des 120 minutes, une seconde période notamment outrageusement dominée qui les voit revenir au score de manière totalement méritée. Voilà, pour moi, il y a sur ce fait d'avoir su résister à l'orage, quasiment tout ce qu'on doit savoir du tournoi de l'Italie à l'Euro 2021. Tout simplement trop de repères collectifs, trop de circuits travaillés, trop d'idées abouties et bien exécutées pour définitivement sombrer. On n'oublie jamais comment faire du vélo, cette Italie n'a pas oublié ses principes, et ça a payé. Alors, après le match se joue sur plein de détails, bien sûr, cette séance de tir au but si particulière, l'approche de l'Angleterre, les changements peu inspirés de Southgate, son choix de tireur. Il faut aussi souligner que, malgré sa forte domination structurelle, l'Italie s'est pas créé une avalanche d'occasions non plus, que c'est en grande partie dû au très bon match de Declan Rice, de Kyle Walker, qui ont été de super éléments côté anglais. Il faut aussi souligner qu'au fur et à mesure de ces changements, l'Italie a progressivement perdu sa maîtrise du match. On a vu à quel point son banc était moins bien fourni que celui des Anglais. Elle finit quand même avec Cristante, Berardi, Bernardeschi, Belotti et Florenzi sur le terrain. Mais somme toute, au regard du match et de sa production, une production qu'elle boucle quand même à 2,3 XG, 0,58 pour l'Angleterre, au vu de son tournoi, plus largement, l'Italie mérite totalement son succès. On va dire qu'il récompense une approche protagoniste, complète, aboutie, c'est le triomphe du jeu. Et après les sacres en 2016 du Portugal, en 2018 de l'équipe de France, c'est quand même une belle lueur d'espoir pour le foot international.
Donc voilà pour la finale, un match qui dit beaucoup de choses de l'approche italienne, de son succès, et un succès italien qui dit beaucoup de choses de cet Euro dans son ensemble. Alors justement, on va revenir sur mes pronos d'avant-compétition, c'était une vidéo que j'avais fait 3-4 jours avant le coup d'envoi de l'Euro, c'était l'occasion pour moi de faire un récap aussi sur les épisodes de retour qu'on préparait depuis 1 an et demi à peu près, les 24 épisodes consacrés aux 24 sélections. On récapitulait tout dans le cadre d'une vidéo où je vous donnais mes 3 équipes surprises, mes 3 équipes déceptions à venir du coup, mes 3 outsiders pour la compétition et mon vainqueur final parmi 5 ou 6 choix. Alors pour la surprise, j'avais parlé de l'Écosse en numéro 3, la République tchèque en 2 et l'Ukraine en 1. C'est finalement l'Ukraine que j'avais sélectionné comme étant ma surprise à venir de l'Euro. Aujourd'hui, si je devais revoir les choses, je mettrais plutôt la République tchèque en 1. Je pense que parmi les petites surprises, parce que pour les grosses surprises, on va dire les équipes un petit peu mieux cotées qui ont été très surprenantes, qui sont allées encore plus haut que ce qu'on attendait, ça ce sera plutôt dans la catégorie outsider. Mais sur les surprises de second rang, on va dire la République tchèque en 1, je pense, si on parle d'un tournoi qui a été marqué sous le sceau du jeu, la République tchèque a sans aucun doute écrit une belle page, un beau chapitre de ce tournoi, une approche collective vraiment très aboutie, beaucoup d'énergie, de sacrifices collectifs, un super beau tournoi des Tchèques qui en plus vont en quart de finale, donc les Tchèques en 1, l'Ukraine en 2 tout de même, un quart de finale pour elle aussi, des joueurs qui sont sortis du lot, qu'on connaissait un petit peu moins, peut-être Chaparenko, Yaremchuk aussi, les hommes de Shevchenko qui dans leur ensemble font un bon tournoi au vu de leurs ressources. L'Ukraine en 2 et peut-être en 3 l'Autriche, qui a elle aussi été très intéressante collectivement, beaucoup d'énergie, beaucoup d'intensité, une formation très proche de ce qu'on retrouve du côté de la Bundesliga, une belle incarnation collective, et puis aussi une équipe qui est pas loin d'éliminer le vainqueur final, en 8ème de finale du coup l'Autriche emmène l'Italie en prolongation, manque peut-être juste un petit peu de ressources en sortie de banc pour faire mal à cette Italie, mais voilà, peut-être que si l'Autriche avait rencontré une autre nation, elle serait allée un petit peu plus loin encore, et ça nous rappelle aussi que le parcours de l'Italie était pas loin de s'arrêter dès les 8ème de finale, face à une belle Autriche. Je mettrais les Tchèques en 1, l'Ukraine en 2, l'Autriche en 3, ça me semble être un beau trio pour nos surprises. Ensuite la déception, alors là j'avais mis la Croatie en 3, l'Allemagne en 2 et la Belgique en premier. J'imaginais une Belgique, comme je le disais dans cet épisode, qui rencontrerait pas trop d'adversité avant les quarts de finale et que je voyais sortir en quart contre l'Italie si les deux finissaient en tête de leur groupe respectif. Alors c'est effectivement ce qui s'est passé sur l'élimination en quart contre l'Italie. En revanche, la Belgique a éliminé le Portugal en 8ème, un match compliqué, même contre l'Italie en quart. Sur la production dans son ensemble, ont été inférieurs aux Italiens, mais se sont procurés de meilleures situations. Donc je pense que c'est un petit peu trop sévère de les mettre comme déception numéro 1, surtout dans un tournoi où on a eu l'équipe de France qui sort en 8ème de finale. Ça pour moi c'est ma déception numéro 1, en plus subjectivement c'est encore plus fort. En 2 je mettrais l'Allemagne et la Turquie en 3 sans doute, même la Turquie pourrait être en 2, même à la première place, simplement qu'on mettait un petit peu moins d'espoir tout de même sur la Turquie, et encore que, on le verra dans ma section outsider, pas nécessairement, mais voilà, France 1, Allemagne 2, Turquie 3. Parmi les autres déceptions, je pense que le Portugal et la Belgique, les deux sont pas trop loin non plus. Il y en a pas mal qui peuvent rentrer dans cette catégorie, même la Croatie comme on l'a dit. Mais voilà en gros pour mes déceptions. Pour l'outsider, j'avais mis en 3 le Danemark, en 2 les Pays-Bas, qui d'ailleurs sont une vraie équipe déception. On pourrait les faire rebasculer dans cette catégorie des déceptions. Ils sortent en 8ème en n'ayant quasiment pas existé contre la République tchèque, en ayant été totalement étouffés par les Tchèques, malgré 9 points sur 9 pris en phase de groupe, malgré quelques belles promesses vues en phase de groupe. Donc les Pays-Bas sont une vraie déception. Et j'ai mis la Turquie en 1. Alors ça a été très loin de se confirmer. Si je devais refaire ce classement des outsiders, du coup je mettrais le Danemark en 1, évidemment. Et la Suisse en 2, dont on n'a pas parlé pour l'instant, dont on n'avait pas trop parlé à l'époque. La Suisse en 2, qui a fait un tournoi, qui finit en quart de finale, qui sort au tir au but contre l'Espagne, donc qui a rien du tout du dernier carré. La Suisse, carrément, qui mérite, et je pense pas qu'il y ait de 3e véritable outsider. Donc voilà pour cette 3e catégorie, et ensuite le vainqueur. Alors là, c'est peut-être le moment de gloire de cette vidéo prono, puisqu'on avait dit l'Italie. Effectivement, on avait mis l'Italie numéro 1 de notre classement, côté vainqueur. Et alors, là, je pense que ce qui est intéressant, c'est de relire ce qu'on avait mis sur la justification. J'avais parlé du fait que Verratti devrait être remis pour le match d'ouverture. Alors pour le coup, ça n'a pas été le cas, ça a été Locatelli. Mais j'avais parlé d'un superbe entrejeu, déjà Jorginho Barella, et des côtés bien animés aussi avec Insigne et Chiesa. Ça c'est plutôt bien confirmé, malgré le fait que Chiesa arrive un petit peu plus tard sur le tournoi. Il a été très clutch à partir du moment où on l'a vu, malgré le fait qu'Insigne ait plutôt raté sa finale, même carrément raté sa finale, il était très bon sur les matchs qui ont précédé la finale.
Donc ça, ok. J'avais parlé d'une équipe qui a très bien travaillé sous Roberto Mancini, qui est impressionnante par séquence, on le voyait déjà sur les matchs de préparation. Et ensuite, j'avais noté peut-être la nation avec le plus de certitude collective. Je pense qu'on peut désormais enlever le peut-être, c'est assez clair. Ça, c'est un point très important et très intéressant. J'avais noté un bon état d'esprit qui règne au sein de la squadra. Les matchs de préparation ont permis d'engranger de la confiance. Selon Bonucci, le groupe vit bien. Peut-être moins de pression que par le passé. C'est quelque chose dont Bonucci avait parlé. Moins de pression médiatique qui entourait le groupe italien, notamment après l'échec de 2018, la non-qualification. Finalement, les attentes au pays étaient un peu moins fortes et ça permettait d'évoluer avec plus de sérénité. C'est Bonucci qui avait fait une longue interview où il en parlait quelques jours avant le tournoi. Et c'est un point que j'avais considéré de manière très forte, pour moi super important, et ça s'est totalement confirmé. On l'a vu sur ce groupe, pas un gars devant l'autre, pas un ego devant l'autre, vraiment un très très fort état d'esprit collectif, une générosité, sens du partage, du sacrifice, les joueurs qui sortent au bout de 55-60 minutes, qui tirent pas la gueule, même sur la finale, Barella, Immobile par exemple, qui s'encouragent constamment. Ça, je pense que ça a été une partie très très importante du succès italien, et donc intéressant de voir que c'est quelque chose qu'on avait déjà identifié comme étant fondamental. Et j'avais noté tout de même quelques points faibles, le 9, donc Immobile, une charnière vieillissante, des points faibles qui l'empêchaient de figurer parmi les favoris absolus, peut-être un banc un poil limité, notamment secteur offensif, ce que j'avais mis. Mais globalement, j'avais parlé du fait qu'elle jouerait tous ses matchs de groupe à la maison et que si elle terminait à la première place, elle aurait vraiment une belle partie de tableau. Alors ça s'est peut-être un peu moins confirmé, parce qu'au final, elle aura joué l'Autriche, la Belgique, l'Espagne et l'Angleterre. C'est un sacré parcours finalement. Et puis même en groupe, la Suisse qui finira en quart, la Suisse qu'elle bat, qui finira en quart de finale parmi nos outsiders de la compétition. Donc un très beau parcours pour les Italiens, mais qui a été l'occasion pour elle de montrer qu'elle était collectivement nettement au-dessus du lot. Alors ma liste des 26 maintenant, on enfile notre costume de sélectionneur pan-européen, sélectionneur Europe, et on compose cette liste des 26. J'ai hésité entre deux systèmes, entre les deux formations un peu emblématiques du tournoi, c'est le 4-3-3 et le 3-4-3, mais finalement je suis parti sur le 4-3-3, que l'Italie, que l'Espagne, que le Danemark sur certains matchs ont vraiment fait briller. Donc on est parti sur un 4-3-3, et au poste de gardien, j'ai mis Donnarumma titulaire, Schmeichel et Pickford sur le banc, j'ai hésité avec Vastic de la République tchèque, mais voilà pour ce trio de gardiens. Défense centrale, on part sur un tandem Bonucci-Maguire, les deux décisifs sur les deux surfaces, vraiment impressionnant. Chiellini et Kjær derrière, j'ai hésité avec Christensen, j'ai hésité avec Laporte, mais voilà, je pense que sur ce quatuor Bonucci, Maguire, Chiellini, Kjær, on est pas mal. Sur les latéraux, bon, j'ai mis Meileux à droite, même s'il a fait tout son tournoi à gauche, ça reste un latéral droit de métier, je pense qu'il s'en serait très bien sorti sur cette zone aussi. J'ai mis Meileux à droite parce que ça nous libère un petit peu de place pour Luke Shaw à gauche. Le titulaire, je pense, qui a joué plus de matchs que Spinazzola, ça compte. Spinazzola qui est évidemment sur notre banc. Mais voilà, Shaw et Spinazzola, et derrière Joachim Meileux. J'ai choisi Dumfries. Je pense qu'on aurait pu parler de Walker, mais surtout pour la partie défensive, surtout pour son côté cheat code, couverture des transitions défensives. Offensivement, ça a été un peu moins ça, et à gauche, on aurait pu mettre Zuber, bien sûr, le Suisse, qui finit avec 4 passes décisives, le meilleur passeur de l'Euro. Mais voilà, dur de le mettre quand même devant Shaw et Spinazzola, si on n'en choisit que 2 par poste. Je pense qu'avec Shaw, Spinazzola et Meileux Dumfries, on n'est pas trop mal. Milieu défensif, alors à la pointe basse de ce 4-3-3, celui qui s'impose évidemment, c'est Jorginho, un des top 3 meilleurs joueurs du tournoi, peut-être. Højbjerg ensuite, même si c'était plutôt dans un tandem aux côtés de Delaney, mais Højbjerg qui fait un très très beau tournoi, qui finit aussi très haut sur la liste des passeurs décisifs. Et entre parenthèses, celui qu'on aurait mis peut-être sur une liste de 30, c'est Xhaka, Granit Xhaka, qui fait un bon tournoi aussi. Un cran plus ensuite sur les milieux relayeurs. Niveau titulaire, j'ai choisi Pedri et Verratti. Je pense que c'est difficilement contestable. Mais tout est entendable bien sûr, mais pour moi c'est d'assez loin les deux titulaires. Et ensuite sur le banc, Pogba, De Jong et De Bruyne. Alors là il y a peut-être plus débat puisqu'aucun des trois ne passe les quarts de finale. Et le seul qui atteint les quarts de finale, De Bruyne, est absent sur de longues périodes du tournoi. A joué à peine plus de 300 minutes, mais sans De Bruyne, la Belgique a été méconnaissable. Il a été vraiment le contributeur individuel hors pair des Belges. Et je pense qu'on peut quasiment dire la même chose pour De Jong du côté des Pays-Bas, pour Pogba en France. Voilà, pour moi, les trois sont vraiment parmi les top contributeurs individuels du tournoi. Il y a un petit parti pris subjectif aussi, je pense que c'est trois des joueurs que je préfère sur cette liste des 26, qui ont évolué à un niveau de performance vraiment remarquable. Je me voyais vraiment mal faire une liste sans eux, mais c'est peut-être la zone où il y a le plus de contestations possibles, vous me direz ce que vous en pensez. Et niveau des attaquants ensuite, alors sur les trois, Damsgaard, Chiesa sur les ailes et Schick en pointe. Schick qui finit co-meilleur buteur mais avec moins de pénalty que Cristiano Ronaldo qui est quand même sur les remplaçants pour ses 5 buts.
officiellement élu meilleur buteur, parce qu'il y a aussi une passe décisive, un petit peu moins de minutes que Patrick Schick aussi. Mais voilà, Schick, Damsgaard, Chiesa, les trois qui font un top tournoi. Chiesa clutch, les buts super importants contre l'Autriche, contre l'Espagne. C'est peut-être l'Italien qui fait la meilleure finale sur le front offensif aussi, contre l'Angleterre quelques jours plus tôt. Il y a quelques jours, Damsgaard, une des révélations du tournoi, son coup franc magnifique contre bien sûr l'Angleterre, et puis aussi contre la Russie, un très gros match, sur un match super important pour le Danemark. Voilà, ça c'est un trio, ça peut être soumis à contestation, surtout que Forsberg fait un super Euro, il est sur mes remplaçants. Dani Olmo aussi, le meilleur espagnol aux côtés de Pedri sans doute. Et Benzema, qui fait partie de ma liste, 4 buts aussi, 4 buts super importants. Sterling bien sûr, peut-être qu'on peut mettre Sterling titulaire à la place de Damsgaard, ça s'entend carrément. Et puis j'ai mis Ronaldo. Si j'avais eu une place en plus, j'aurais peut-être mis Dolberg. Pour son ratio minutes jouées, buts marqués, qualité des buts marqués, je pense qu'il mérite aussi une petite place. Et alors pour mon coach, ça va peut-être vous surprendre, j'ai choisi Gareth Southgate. Alors, non bien sûr évidemment, j'ai choisi Roberto Mancini, et si je devais faire un trio, je pense que je mettrais en 2 Hjulman, bien sûr le danois, et Silavy côté République tchèque, qui vraiment me semble être ceux qui ont le plus optimisé leur matière, peut-être surtout le coach tchèque Silavy, Mancini qui a composé vraiment un groupe extra sur la performance collective, sur les certitudes collectives. Je pense que l'Italie mérite largement son titre, et c'est grâce au travail mené par Roberto Mancini depuis 3 ans maintenant. Il est incontestablement le meilleur sélectionneur du tournoi, et avec Mancini, Hjulman, Silavy, on a un beau trio. Donc voilà en gros pour ma liste des 26 et pour leurs entraîneurs. Maintenant mes matchs préférés. Alors il y a à peu près une quinzaine de matchs que je voulais faire ressortir, je les ai classés en ordre chronologique. Sur la première journée, Autriche-Macédoine, la victoire 3-1 de l'Autriche m'a vraiment marqué. Je pense que c'est le premier très beau match du tournoi auquel on a assisté, avec deux équipes qui jouaient énormément. C'est celui qui m'a le plus marqué, c'était au moment où il s'est joué, c'était le match qui était un peu le moins suivi, et pourtant le meilleur, c'était le 5e ou 6e match du tournoi, quelque chose comme ça. Donc très gros coup de cœur sur cette Autriche-Macédoine. Pays-Bas-Ukraine, bien sûr, la victoire 3-2 des Pays-Bas, gros suspense, renversement de situation, et puis France-Allemagne sur cette première journée qui était assez top aussi. Deuxième journée, Danemark-Belgique, le retour de la Belgique avec une très belle prestation des Danois sur les 60 premières minutes, et Portugal-Allemagne, bien sûr, la victoire 4-2 de l'Allemagne à Munich, ça c'était top. Russie-Danemark sur la troisième journée, pour moi un des matchs légendaires de cet Euro, vraiment le comeback du Danemark pour arracher les huitièmes de finale, pour obtenir la victoire qu'elle mérite et pour lancer le parcours qu'elle mérite. Ça c'était vraiment un super match. Et peut-être Croatie-Écosse aussi, avec l'extérieur du pied fantastique de Luka Modric, la qualification des Croates acquise dans les dernières minutes de la partie, dans le dernier tiers de la partie. C'était assez sympa, à Hampden Park en plus. Donc voilà pour les 3 premières journées. Sur les huitièmes de finale, j'ai dit tous, vraiment tous les huitièmes de finale ont été top. Pays de Galles, Danemark 4-0, la démonstration de force du Danemark, des séquences collectives vraiment remarquables. Je pense qu'il y a eu sur ce match vraiment parmi les tout meilleurs moments de jeu du tournoi, c'était top. Italie-Autriche 2-1 en prolongation, l'Autriche qui a fait un super match, qui emmène l'Italie en prolongation, du suspense jusqu'au bout. Le premier Cador qui vacille, c'était bien. Pays-Bas, République tchèque, la démonstration, la partie de grand maître des Tchèques, comme on l'avait appelé. Un succès totalement mérité, la première grosse surprise de ces huitièmes de finale. Et voilà, une domination super marquée, notamment sans ballon, avec ce pressing très efficace sur les phases de relance. Très bon match des Tchèques. Belgique-Portugal, c'était top aussi, la résistance héroïque de la Belgique, le premier vrai choc de ces huitièmes de finale. Et puis après, bien sûr, matchs qui vont rentrer dans la légende de l'Euro, du football au XXIe siècle, Croatie-Espagne 5-3, France-Suisse 3 partout, l'élimination des champions du monde par une Nati qui accède enfin à un second tour à élimination directe, qui franchit cette étape des huitièmes de finale sur laquelle elle butait depuis un certain temps maintenant. Angleterre-Allemagne 2-0, peut-être le match le moins spectaculaire, le moins sympa à suivre, mais ce dénouement fou à Wembley, le but du 1-0 marqué par Sterling à la 75e minute, Kane qui enfin retrouve le chemin des filets, et puis l'énergie folle du côté de Wembley, c'était bien quand même, et la victoire de l'Ukraine à la 120e minute contre la Suède aussi. Voilà, tous les huitièmes de finale étaient vraiment bien. En quart, je me suis noté surtout Belgique-Italie, la victoire de l'Italie contre la Belgique 2-1, c'était bien. En demi, Espagne-Italie, grosse domination des Espagnols qui auraient peut-être mérité un petit peu davantage la finale que l'Italie, mais une séance de tir au but assez dramatique, et la finale aussi. Si je devais faire mon top 5, je pense qu'il y aurait Autriche-Macédoine. Pour le côté subjectif, c'est, je pense, un des matchs sur lequel je vais ancrer le plus de nostalgie, un peu comme la Coupe du Monde 2018. Quand je repense à la Coupe du Monde 2018, je pense bien sûr à France-Argentine, je pense bien sûr au parcours de l'équipe de France, mais je pense
pense aussi par exemple à ces Sénégal, Pologne, Colombie, Japon. Ces matchs de phase de groupe là m'avaient bien marqué et je pense que cette Autriche-Macédoine va en faire partie. C'était un top match, le premier gros match du tournoi. Je suis déjà nostalgique de cette période, de ces matchs vécus à 15h, à 18h. C'était top, mais voilà, Autriche-Macédoine, Portugal-Allemagne serait dans mon top 5. Le premier match très spectaculaire du tournoi. Il y aurait Russie-Danemark aussi, pour l'émotion de la qualification danoise, le renversement de situation sur les dernières minutes. Et enfin, si on devait compléter le top 5, Croatie-Espagne et France-Suisse. Je pense qu'on a un beau top 5 avec ça. C'est un top 5 très subjectif. Je conçois que la plupart d'entre vous ne mettront pas Autriche-Macédoine par exemple. Mais voilà, vous pouvez me dire quel match vous mettez dans votre top 5 et pourquoi. Et voilà. La conclusion de tout ça, c'est un super Euro. Je pense, de mon point de vue, la meilleure compétition internationale depuis longtemps, depuis au moins la Coupe du Monde 2014. Évidemment, j'étais déçu de voir la France sortir aussitôt, mais pour le reste, on a été assez gâtés. Beaucoup d'équipes joueuses, vraiment, beaucoup de très grands matchs, des équipes surprises, de l'émotion, de l'histoire. L'autre gros point négatif, bien sûr, c'est peut-être ce côté pan-européen, qui en plus des inégalités qu'elle a fait subir, par exemple en termes de déplacement, de météo. Je pense au Danemark qui a quand même dû jouer sa demi-finale à Wembley contre l'Angleterre en revenant quelques jours plus tôt de l'Azerbaïdjan, d'une rencontre qu'elle avait jouée contre la République tchèque, donc déjà assez énergivore comme contexte, et en plus sous 30 degrés. Voilà, ça faisait partie des inégalités qui ont un petit peu miné le tournoi, mais au-delà de ça, il y a aussi manqué un petit côté festivité qu'on retrouve quand le tournoi est joué sur un seul pays ou sur deux pays. Cet ancrage local qu'on retrouve généralement, mais dans l'ensemble, un top tournoi qui m'a beaucoup plu. Je suis déjà nostalgique de cet Euro. À la fois ravi quand même de retrouver un peu de sommeil, un peu de période de récupération, et puis l'opportunité de parler d'autres choses, de faire des vidéos qui sont un petit peu moins centrées sur l'actualité, comme il y en aura beaucoup sur cette saison. Ça c'est cool, mais je sens que ça va tellement vite me manquer. Les matchs à 15h, la petite routine, notamment des matchs de phase de groupe. C'était super et très content d'avoir vécu ça avec vous. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu aussi. On achève un beau mois de compétition. Dites-moi en commentaire aussi la note que vous mettriez à cet Euro sur 20. Quel a été votre ressenti subjectif? Peut-être que vous avez vu seulement une partie des matchs, que ça oriente un petit peu votre vision. Peut-être que suite à cette période de pandémie, vous avez vécu cette compétition internationale un petit peu moins fort que les autres, avec l'élimination précoce de l'équipe de France aussi. Tout ça peut jouer. Personnellement, en ayant vu, à part les rencontres de phase de groupe, les troisièmes journées où il y avait des matchs en même temps, je pense que j'ai vu du coup 90-95% des matchs. Très bon souvenir, je garderai de super souvenirs de cet Euro, et notamment le fait d'avoir pu le vivre avec vous, de faire des vidéos tous les jours liées à cet Euro. Je pense que ça a encore plus fait grimper le niveau de plaisir. C'était top, merci de votre soutien pendant ce mois de compétition. Maintenant, je vais préparer quelques vidéos pendant mes semaines de vacances, et enfin me reposer un petit peu. On arrive à la fin d'une super période, et c'était cool. Merci pour tout, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. D'ici là, comme d'habitude, passez une super journée, une très bonne soirée, d'excellentes vacances aussi, pour ceux qui prennent leurs vacances dans les jours qui viennent. On se dit à bientôt, prenez soin de vous et de vos proches, à très vite, bisous.